Honoré de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. Introduction. Divergence et convergence dans la genèse des récits. Vers la fin de 1841, Balzac avait imaginé de réunir sous le titre de conte artiste le chef-d'œuvre inconnu, Gambara et Massimilla-Doni, en les associant au secret des Ruggieri. Bien que le projet n'ait pas abouti, il révèle le dessein du romancier de grouper les trois récits consacrés au problème de la création artistique et chargés d'illustrer dans les études philosophiques l'idée de l'œuvre et de l'exécution tuée par la trop grande abondance du principe créateur selon les termes de la lettre de Madame Hanska du 24 mai 1837. Mais il convient d'introduire une distinction à l'intérieur de cette trilogie narrative. Si Gambara se rapproche de Massimilla-Doni par le temps de la composition et la réflexion sur l'art musical, il entretient des affinités avec le chef-d'œuvre inconnu par l'ambition métaphysique liée au drame de la pensée et par l'aspect prométhéen du génie, de même que par la primauté accordée à la thématique de la création sur la thématique amoureuse. Ces récits forment dans leur triangle une espèce de synthèse, un ensemble au niveau de l'objet et du sens, un ensemble ouvert à la diversité. Ils s'apparentent sans exclure la pluralité, la variété dans la vision du narrateur, attaché tantôt à l'acte mystérieux de la création, tantôt à l'intelligence de l'œuvre, tantôt aux obstacles éprouvés par l'absolu de la passion dans sa confrontation avec l'absolu de l'art. Dans l'édition de la Pléiade, la comédie humaine, René Guise insiste sur l'idée que le chef-d'œuvre inconnu, Gambara et Massimilla-Doni, constitue une trilogie dont chaque élément ne prend sa pleine signification que par référence aux autres, par la thématique et la peinture de la condition de l'artiste. On pourrait ajouter que ces trois récits contribuent à éclairer certains aspects de la poétique romanesque de Balzac. Le chef-d'œuvre inconnu est, des trois récits, celui sur la genèse duquel nous sommes le plus mal informés. Il a paru pour la première fois dans l'Artiste les 21 juillet et 7 août 1831, avec le sous-titre « Abandonné par la suite de contes fantastiques témoignant de l'ascendant d'Hoffmann et de la mode vivace alors de son œuvre en France ». L'édition originale du chef-d'œuvre a été publiée en septembre de la même année chez Gosselin dans les romans et contes philosophiques. Après que le texte a subi certaines corrections et additions, ce fut dans les derniers mois de 1836 et les premiers mois de 1837 que Balzac se détermina à opérer une refonte de son œuvre, ainsi qu'il le confirme à Madame Hanska le 24 mai 1837. Ce qui m'a dicté le chef-d'œuvre inconnu pour la peinture, étude que j'ai refaite l'hiver dernier. Le récit prend des proportions qui font plus que doubler par le développement des discours sur les doctrines esthétiques et la technique picturale. Cette version définitive est publiée dans la 3e livraison des études philosophiques chez Doloyer et Lecoux en 1837. Elle entrera en 1845 dans la comédie humaine où elle figure dans le tome 14, le premier des études philosophiques en compagnie de la peau de chagrin et de la recherche de l'absolu. Bien que Gambara et Massimilla-Doni portent l'un sur la composition musicale et l'autre sur l'exécution, ils sont étroitement associés dans leur genèse. C'est le 13 octobre 1836 que Maurice Schlesinger confirme à Balzac la commande d'une nouvelle intitulée Gambara, destinée à paraître dans sa revue et gazette musicale. Le 1er janvier 1837, il en annonce la publication prochaine sous le titre de Gambara ou La voix humaine, alors que le romancier est encore incertain sur la nature de son projet. Toutefois, Balzac se met en janvier à la rédaction de son manuscrit et en adresse des feuillets à Schlesinger. Une partie de ceux-ci est détruite dans la nuit du 6 au 7 février lors de l'incendie qui ravage l'imprimerie Evera. Mais avant de partir pour l'Italie, Balzac décide cependant de sauver Gambara et confie à son secrétaire de Belois le soin de recomposer la partie perdue et d'achever le récit pendant son absence. Du 17 février au 3 mai 1837, il séjourne dans plusieurs villes d'Italie, Milan, Venise, Gênes, Livourne, Florence et Bologne. Et à son retour, il prend connaissance du travail de son secrétaire dont il n'est pas satisfait. Mais au lieu de reprendre son manuscrit, il écrit un autre Gambara qui correspond à la première version de Massimilla-Doni et, le 24 mai, il déclare à Madame Hanska « Je viens d'achever une œuvre qui s'appelle Massimilla-Doni et dont la scène est à Venise. Si je puis réaliser toutes mes idées comme elles se sont présentées dans ma tête, ce sera certes un livre aussi étourdissant que La peau de chagrin, mieux écrit, plus poétique peut-être. »
Massimiladoni et Gambara sont, dans les études philosophiques, l'apparition de la musique sous la double forme d'exécution et de composition soumise à la même épreuve que la pensée dans Louis Lambert. Afin d'apaiser l'impatience de Schensinger, Balzac lui adresse, le 29 mai 1837, une lettre justificatrice qui est publiée le 11 juin dans la revue Les Gazettes musicales. Lettre dans laquelle il avoue qu'il a dû perfectionner ses connaissances de technologie musicale et demande un délai de 2 mois pour terminer Gambara. Il reprend son récit, lui apporte des additions importantes telles que l'étude de l'opéra Mahomet et l'analyse de Robert le Diable de Meyerbeer. Le 19 juillet, il précise à Mme Hanska, voici Gambara fini qui paraît dans la revue Les Gazettes musicales du 23 juillet au 20 août 1837. Le récit est repris en volume chez Souverain en mars 1839 à la suite du cabinet des antiques, puis l'année suivante dans le livre des douleurs avec les proscrits Massimiladoni et Serafita. Quant à Massimiladoni, de longs mois seront nécessaires à son achèvement alors que la première version a été écrite sous le coup d'une inspiration subite. Balzac reprend son texte en juillet puis en octobre et novembre 1837 dans l'intention de l'accroître par de nouveaux développements, en particulier l'analyse du Mosè de Rossini qui exige de longues études sur la partition. Après une interruption de plusieurs semaines, Balzac décide de se remettre à Massimiladoni avant la fin de janvier 1838. C'est à Mme Hanskel qui communique son dessein. Demain, mardi 23, je vais me mettre à achever Massimiladoni, qui m'oblige à de grandes études sur la musique et aller me faire jouer et rejouer le Mosè de Rossini par un bon vieux musicien allemand. Ce musicien n'est autre que Jacques Strunz, le dédicataire de l'œuvre, qui initia Balzac à la technique musicale et peut-être plus généralement à la musique. Mais la rédaction de l'étude du Mosè ne correspond pas à la fin du manuscrit et il n'est pas achevé en 1838. Balzac dut y travailler épisodiquement jusqu'à dans l'été 1839. Massimiladoni parut avec Une fille d'Ève chez Souverain en août 1839. Puis les deux nouvelles musicales, Gambara et Massimiladoni, furent réunies dans le livre des douleurs en 1840 avant de l'être définitivement dans la Comédie humaine au tome 15 de l'édition Furne en 1846. Parmi les études philosophiques, la substructure mythique. Dans La vieille fille, le narrateur énonce cet axiome sur la fonction des mythes. Les mythes modernes sont encore moins compris que les mythes anciens, quoique nous soyons dévorés par les mythes. Les mythes nous pressent de toutes parts, nous pressent de toutes parts. Ils servent à tout, ils expliquent tout. Et Balzac écrit à Mme Hanska à propos de Massimiladoni. Le mythe est bien profondément enfoui dans la réalité. Il n'est pas seulement sous-jacent dans l'épaisseur du réel, mais dans le texte balzacien où il projette un éclairage spécifique et la dimension de l'herméneutique. Il est une substructure affleurant au niveau de l'écriture et un métalangage dans lequel s'inscrit le sens. Il sous-tend la trame textuelle et devient une composante du signifié soumis à l'acte du déchiffrement ou de la lecture. Tel est bien son usage dans le chef-d'œuvre inconnu et Gambara, où il est associé à la démarche créatrice de la peinture et de la musique. Le chef-d'œuvre est sous le signe du feu de Prométhée et de l'ambition prométhéenne de l'art qui entre en concurrence avec la nature pour la transfigurer, puis qui rivalise avec la puissance de Dieu et prétend l'égaler par l'acte de la création. L'artiste s'identifie avec Dieu ou se mesure avec lui dans son effort pour recomposer le monde, pour le corriger et le perfectionner. Les métamorphoses de Prothée signifient le combat avec les obstacles de la forme et de la matière, tandis que Pygmalion représente la volonté de communiquer à l'œuvre de principe de la vie. À l'œuvre, le principe de la vie, de l'animer d'un souffle spirituel et de la douer de l'aptitude au mouvement. Selon le narrateur de La cousine bête, le fait d'imprimer une âme à une sculpture, c'est commettre le péché de Prométhée. Dérober le secret de l'existence pour l'enfermer dans la création artistique. Le mythe figure la lutte de l'artiste aux prises avec les difficultés du métier, mais aussi la quête de la beauté qui se dissimule dans un passé perdu. C'est l'introuvable Vénus des anciens, et dans l'espace inaccessible du ciel et de l'enfer, comparable à la descente d'Orphée aux enfers pour arracher Eurydice à la mort. Le mythe d'Orphée instaure une relation entre le chef-d'œuvre inconnu et Gambara, où, détaché de son contexte légendaire, il incarne la musique moderne et l'incompréhension à laquelle se heurte le héros est pris d'innovations qui dépassent les virtualités de la musique. Ce lien mythique entre les deux récits s'établit aussi par la projection dans les espaces du ciel et de l'enfer. Frauenhofer aspire à conquérir la beauté céleste en tant qu'archétype de la perfection, tandis que Gambara, assis à la porte du paradis, imagine des créatures androgynes et des harmonies édéniques.
Son prométhéisme n'est pas dans le dessein de refaire la création, mais dans la certitude de détenir la clé du Verbe céleste qui lui permet de communiquer avec les forces de l'infini et du surnaturel. Si le mythe du démoniaque est épisodique dans le chef-d'œuvre à travers l'aspect physique de Fraunhofer et la nature de son projet, il devient central dans Gambara par les références au Don Juan de Mozart, au final de l'opéra en particulier et par l'analyse de Robert le Diable de Meyerbeer qui s'inscrit dans la perspective du mythe satanique et du surgissement du fantastique. Bertram est assimilé à la puissance du diable intervenant dans la trame de l'existence. Il incarne le génie du mal, ce grand singe qui détruit à tout moment l'œuvre de Dieu et qui emprunte le masque de la destinée, tandis que le chef-d'œuvre use de référents extraits de la mythologie antique pour représenter le drame de la création artistique. Gambara s'ordonne en fonction de la dichotomie chrétienne entre l'espace céleste et l'espace infernal, le héros étant écartelé entre les vertiges de la hauteur et de la profondeur. Le tableau suivant détermine la place des composantes mythiques dans chacun des deux récits ainsi que de leurs relations. Fraunhofer et Gambara sont des personnages dévorés par le mythe, parce qu'ils sont poètes plus préoccupés de se créer un univers imaginaire aux frontières de l'impossible, de se hisser dans le rêve de la perfection idéale que de produire une œuvre à la mesure humaine. Pour Fraunhofer, l'artiste est un poète au sens étymologique, un créateur qui ne saurait se contenter de reproduire le spectacle du réel, mais qui se consacre à le transposer à l'image d'un modèle intérieur. Il conçoit la forme comme une vaste poésie destinée à traduire le contenu de l'idée. Mais, selon Porbus et Poussin, cette poésie abstraite est inconciliable avec les exigences du métier, avec le travail persévérant de l'exécution. Fraunhofer est encore plus poète que peintre, et son art va se perdre dans les cieux, se dissoudre dans l'immatériel pour avoir méconnu les lois de la pesanteur plastique et de l'incarnation. Gambara rêve de composer des poèmes par le truchement de la musique. Il crée à l'aide des sons une poésie qui viole les règles fondamentales de l'harmonie et qui se soustrait à la compréhension humaine. Il est un grand poète à la recherche de mélodies célestes. Il est plus poète que musicien par l'ambition métaphysique de son projet. Fraunhofer et Gambara sont possédés par le mythe extra-humain et extraterrestre de cet absolu sur lequel se fonde la cohérence thématique des études philosophiques. L'absolu dans la peinture. Le chef-d'œuvre inconnu n'est essentiellement ni un conte historique, malgré son insertion dans les débuts du XVIIe siècle, ni un récit d'amour, parce que le personnage imaginaire de Fraunhofer dépasse les frontières d'un temps déterminé et que le discours esthétique prévaut sur les éléments narratifs et descriptifs. En outre, la passion amoureuse, bien qu'elle entre en conflit avec la passion de l'art, est subordonnée au drame de la création, de telle sorte que le récit, comme l'a noté Albert Béguin, appartient à cette série des mythes de l'artiste qui sont autant de mythes des limites de l'art ou des fragiles frontières entre l'art et la folie. Le rôle focalisateur de Fraunhofer et la primauté du discours font que le chef-d'œuvre apparaît comme un récit faustien, associant l'interrogation sur les pouvoirs de la connaissance au problème de la création artistique, tendue vers la conquête de l'absolu, sollicité par la transgression des obstacles et des interdits. Fraunhofer, peintre visionnaire, se fait le porte-parole d'une esthétique antiréaliste et surnaturaliste, se refusant à considérer l'œuvre d'art comme la reproduction de la nature. L'artiste n'imite pas le modèle extérieur qu'il observe, il le recrée et le transforme en se référant au modèle qu'il porte en lui. L'objet est reconstruit selon la vision imaginative, car les apparences du monde ne signifient pas d'elles-mêmes, mais revêtent la valeur de signes renvoyant à une forme spirituelle. L'affirmation de Fraunhofer, la mission de l'art, n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer, gouverne l'évolution de l'art moderne soumis au travail de l'idéalisation. La vérité de l'art contredit la vérité de la nature, puisqu'elle consiste à métamorphoser le spectacle du réel afin de lui imposer une cohérence supérieure qui est de l'ordre de la fiction. La création artistique engendre un univers imaginaire transcendant les contingences de la réalité. Fraunhofer assigne à l'artiste une tâche comparable à celle de l'alchimiste, celle de forcer l'arcane de la nature, de remonter de l'effet à la cause et de saisir l'essence des choses qui se dissimulent derrière l'écorce des apparences. Il s'agit non de peindre les effets, mais d'atteindre au principe d'exprimer l'âme mystérieuse des êtres et des objets.
Le rêve esthétique de Frauenhofer confine à la métaphysique. Il répond à une conception totalisante de l'art définie par son mouvement de démesure et son penchant à l'angélisme fatal, qui s'apparente à un projet prométhéen tendant à faire éclater les limites du possible, à franchir les frontières de l'humain en empiétant sur le divin. Le peintre ambitionne d'être tout à la fois père, amant et Dieu, le père tout-puissant de son œuvre, l'amant d'une figure imaginaire plus parfaite que toute femme réelle et rival de Dieu par son dessein de réformer la création. Cette ambition métaphysique s'accompagne d'une quête de la beauté qui n'est pas sans analogie avec le contenu esthétique de certains poèmes des Fleurs du Mal. L'idéal du beau absolu habite un espace limbique, ouvert sur le ciel et les enfers. Il est divin par l'appétit de la transcendance, infernal par l'effort permanent qu'il exige de l'artiste. La beauté est l'objet d'une recherche inlassable, d'une lutte dans laquelle elle se dérobe et doit en quelque sorte être contrainte. La beauté est une chose sévère et difficile et qui ne se laisse pas atteindre ainsi. Il faut attendre ses heures, l'épier, la presser et l'enlacer étroitement pour la forcer à se rendre. Elle habite les zones secrètes du cosmos auxquelles l'artiste cherche à la ravir par un combat dont il n'est jamais certain de sortir vainqueur. L'expression du beau est liée à la maîtrise de la forme qui, de nature mobile, oblige l'artiste à la dompter à travers ses multiples métamorphoses pour qu'elle devienne un moule apte à contenir la charge de la pensée et de l'affectivité. Frauenhofer incarne le mythe de la création artistique conçue comme un mode de connaissance, analogue à la recherche de la pierre philosophale. De même que l'alchimiste, il rêve de saisir l'essence des choses, d'arracher à la vie et à la nature leurs secrets afin de s'octroyer des pouvoirs démiurgiques. Il ne représente pas la condition de l'artiste, mais plutôt la nature artiste, l'art lui-même, la poésie et la passion de la peinture qui repose sur une méditation coupée des racines du réel. Il poursuit un songe intérieur plus cérébral que sensible. Il se meut familièrement dans la sphère de l'idéal en proie à la surabondance d'un génie dévorant qui engendre le doute et l'impuissance. Comme tous les chercheurs d'absolu dans la comédie humaine, Frauenhofer vit au-delà de l'humain, sur ces frontières où le génie voisine avec la folie et la spéculation abstraite, où les ravages de la pensée font que l'être a déserté la terre pour s'aventurer dans les espaces périlleux de la désincarnation. Quelles sont, en fonction du texte et de la poétique de Balzac, les causes de l'échec de Frauenhofer? La puissance de la conception et l'expansion excessive de la pensée ont tué en lui les facultés de l'exécution. Frauenhofer s'est accoutumé à réfléchir sur les conditions de l'acte créateur au lieu de se livrer à la pratique de son art. Il s'est absorbé dans une vision intellectuelle qu'il a écartée des exigences concrètes du métier, emporté par sa passion de l'art. Il s'éprend d'une image inaccessible et s'égare dans le ciel de l'abstraction. Qu'elle soit picturale ou romanesque, la création comporte un travail ardu par lequel la pensée et l'émotion viennent s'empreindre dans les limites d'une forme maîtrisée. L'art du romancier consiste à bien matérialiser ses idées, écrit Balzac dans la préface du Lys dans la vallée. L'échec de Frauenhofer est signifié par le désaccord de l'idée et de l'acte, par la distance entre l'œuvre imaginée et l'œuvre réalisée. Frauenhofer vit le conflit insoluble du raisonnement et de la poésie avec le métier, la pratique et l'observation. L'artiste se doit d'acquérir l'habitude du travail, l'expérience qui seule permet de synthétiser la conception et l'exécution. La création artistique est soumise à la volonté d'incarner la pensée par un long combat pour adapter la matière à l'expression des idées et des sentiments. Travailler, dit Porbus, les peintres ne doivent méditer que les brosses à la main. Si Frauenhofer représente la recherche métaphysique, la dilatation de l'imagination dirigée vers la conquête de l'absolu, Porbus figure les exigences du métier, la tension de la volonté vers l'accomplissement de l'œuvre, fût-elle imparfaite dans sa réalisation. Le chef-d'œuvre inconnu signifie l'antinomie de l'imaginaire et du réel en tant que source de l'impuissance créatrice. Balzac montre implicitement que la vision imaginative ne doit pas s'opposer au faire, mais entretenir avec lui des relations de complémentarité, comme en témoignera le vaste discours du narrateur au centre de La cousine bête. La poésie des idées n'est convertie en œuvre que par le truchement d'une forme appropriée. On a trop insisté sur les prétendues sources du chef-d'œuvre et sa conformité à l'idéologie de l'époque au détriment de sa modernité, de son contenu prophétique.
Non seulement le récit illustre à sa manière la poétique romanesque de Balzac et s'accorde souvent avec la pensée de Delacroix, mais il annonce la réflexion esthétique de Baudelaire. On pourrait à loisir multiplier les rapprochements et préfigure le destin de Cézanne qui s'est identifié avec Frauenhofer. Si Delacroix paraît avoir prêté peu d'attention au récit de Balzac, le peintre d'Aix en a saisi le sens dramatique en se l'appliquant à lui-même comme le rapporte Émile Bernard. Un soir que je lui parlais du chef-d'œuvre inconnu et de Frauenhofer, le héros du drame de Balzac, il se leva de table, se dressa devant moi et frappant sa poitrine avec son index, il s'accusa sans un mot, mais par ce geste multiplié, le personnage même du roman. Il était si ému que des larmes emplissaient ses yeux. Quelqu'un par qui il était devancé dans la vie, mais dont l'âme était prophétique, l'avait deviné. Souvenir sur Paul Cézanne de Lorentz. Dans une lettre à sa femme Clara du 9 octobre 1907, Rilke parle également de cette identification de Cézanne avec Frauenhofer. Balzac pouvait-il rêver une consécration plus glorieuse de ses intuitions que cette approbation du maître de la peinture moderne? L'absolu dans la musique. Tandis que le chef-d'œuvre transpose le drame moderne de l'artiste dans le contexte du début du XVIIe siècle, Gambara situe le drame du compositeur dans l'univers contemporain, de même que, parallèlement, la richesse de Frauenhofer s'oppose à la pauvreté de Gambara. En revanche, les deux récits s'apparentent par la présence du narrateur anonyme, par la réduction de l'intrigue et de la narration qui passe au second plan afin de privilégier le discours. Les personnages se racontent et énoncent leurs jugements et leurs commentaires par l'intermédiaire du discours qui sert d'articulation à l'œuvre. Gambara s'ordonne autour des trois grands discours du héros, plus développés que ceux de Frauenhofer. Le discours 1, explicatif et autobiographique, opérant des retours dans le passé. Le 2, commentant l'opéra imaginaire, Mahomet, qui est une mise en abîme du récit dans la mesure où le destin de Khadij et de Mahomet recoupe celui de Mariana et de Gambara. Le 3, consacré à l'analyse du contenu thématique et musical de l'opéra de Meyerbeer, Robert le Diable. Cette prédominance du discours n'empêche pas que la passion amoureuse soit plus étroitement liée à la création dans Gambara que dans le chef-d'œuvre, en raison du rôle de Mariana qui se sacrifie à la musique en refoulant son désir puis cède à la passion du comte d'Andrea Marcozzini en s'enfuyant avec lui en Italie, et qui, abandonné par son amant, revient auprès de Gambara pour partager sa misère. Le récit se referme ainsi sur le sacrifice à la permanence de l'idéal. La fonction des personnages peut se ramener schématiquement. Quant à Massimila di Varese et à Emilio, les héros de Massimila Doni, ils n'interviennent qu'à la fin du récit pour remplir le rôle d'arbitre et proclamer la grandeur de Gambara qui, malgré son échec, est resté fidèle à l'idéal. Le propos de Giardini, tout grand talent est absolutiste, ne s'applique pas seulement à l'art culinaire, mais aussi à Frauenhofer et à Gambara, qui sont chacun à la recherche d'un art capable d'englober l'interaction des causes et des effets. Au regard de Gambara, la musique tient autant de la science que de l'art. Elle procède de la conjonction du savoir et de l'inspiration des connaissances techniques et des impulsions de l'enthousiasme. La musique est tout à la fois une science et un art. Les racines qu'elle a dans la physique et les mathématiques en font une science. Elle devient un art par l'inspiration qui emploie à son insu les théorèmes de la science. Gambara se persuade que ce qui est en la science est en l'art, que la musique est déterminée par les lois mathématiques et physiques, qu'elle implique l'étude des substances à partir desquelles elle exerce son activité créatrice. Non seulement elle suppose la connaissance de l'harmonie, mais de l'optique et de l'acoustique, en ce sens que la lumière et le son procèdent d'une même origine en tant que produit engendré par une substance éthérée. Quant à l'art, il est de l'ordre de l'invention imaginative. Il détient les pouvoirs d'exprimer l'intériorité et de ressusciter les souvenirs. Il remplit une fonction sensible et mémoriale complémentaire du savoir. Cette ambition pré-wagnérienne d'un art total capable d'exploiter les ressources de l'harmonie et de la mélodie se traduit dans l'opéra de Mahomet et dans la création de Panharmonicon, instrument qui prétend concentrer les propriétés d'un orchestre entier. Mais de même que la toile de Frauenhofer représente une muraille de peinture, un chaos de lignes et de couleurs enveloppées dans une espèce de brouillard sans forme, l'opéra de Gambara apparaît à l'auditeur comme une étourdissante cacophonie, une informe création violant les règles de l'harmonie et rassemblant des sons discordants jetés au hasard. L'art volontaire finit par donner le sentiment de l'involontaire et par rompre avec toute espèce de communication. La science et l'art, au lieu de s'harmoniser, se concurrencent l'un l'autre et produisent la destruction de l'œuvre. Le
rêve de l'absolu se heurte à l'impossible et le rêve de la totalité se brise en morceaux dispersés en fragments désaccordés. Ainsi que le chef-d'œuvre inconnu, Gambara illustre la disjonction entre l'excès du savoir et l'inspiration, entre la théorie et la pratique. La connaissance nuit à la composition musicale en privilégiant les rêveries de la conception au détriment de l'accomplissement de l'œuvre. Gambara est victime de l'empire tyrannique et jaloux que la pensée exerce sur les cerveaux qui s'éprennent d'amour pour elle, de la dilatation de l'intelligence projetée dans la sphère de l'abstraction. Il se produit en lui un déséquilibre des facultés, un divorce entre le jugement et l'imagination qui ne se résout temporairement qu'à la faveur de l'ivresse, parce que celle-ci aiguise la lucidité de Gambara et l'affranchit de ses visions chimériques. L'achèvement de l'œuvre est entravé par la recherche de l'essence musicale et du principe musical qui se situe au-delà de toute réalisation. La préoccupation théorique étouffe l'acte de l'engendrement. Les musiciens qui écrivent des grammaires peuvent, comme les critiques littéraires, être de détestables compositeurs, dit Andrea Marcosini, en se faisant le porte-parole du narrateur. Fasciné par la poésie des idées et des harmonies célestes, Gambara s'est séparé de l'univers du désir et de l'affectivité. Il en donne la preuve en concevant une musique ouverte sur les espaces impalpables du ciel, en s'imposant à lui-même et en imposant à Mariana une chasteté quasi angélique. Sa musique est à l'image de son aspiration, détournée de la terre et s'achemine par un mouvement ascendant vers la désincarnation. Elle se dépouille de la sensation afin de mieux appréhender le contenu de l'idée. Plus encore que la peinture de Frauenhofer, elle cède à l'angélisme par son refus des attaches terrestres et charnelles, par sa projection vers un imaginaire identifié avec les hautes sphères de l'idéalité. À la fin du récit, Gambara prend conscience de son échec, tout en l'imputant à l'imperfection humaine plutôt qu'à l'abstraction de sa démarche. Le propre du génie, selon lui, consiste à pressentir dès l'ici-bas une condition céleste qui sera débarrassée des obstacles du corps et de la matière. Ma musique est belle, mais quand la musique passe de la sensation à l'idée, elle ne peut avoir que des gens de génie pour auditeurs, car eux seuls ont la puissance de la développer. Mon malheur vient d'avoir écouté les concerts des anges et d'avoir cru que les hommes pouvaient les comprendre. Gambara est autant un visuel qu'un auditif. Il voit autant les mélodies qu'il les entend et cette vision ne fait qu'entraver la composition musicale. Il est un visionnaire chez qui la musique suscite des images et il en propose une représentation métaphorique établie sur la langue des synesthésies. L'alliance du son et de la lumière, de la musique et du spectacle porte Gambara à se passionner pour l'opéra dramatique, propice au rêve de la totalité. Contrairement à Massimiliano, écrit à la gloire de Venise et de l'opéra italien, Gambara célèbre le Don Juan de Mozart, la 5e symphonie de Beethoven, et en dépit de certaines réserves, l'opéra de Meyerbeer en tant que représentation du génie musical de l'Allemagne, caractérisé par l'expression de l'énergie, par la volonté de saisir des parcelles de l'absolu. Et l'opéra, plus que tout autre genre musical, atteste le phénomène de la correspondance des arts, parce qu'il synthétise la relation qui existe entre la musique et la poésie et la peinture. Il s'agit d'une véritable analogie, puisque le son, le verbe, la lumière et la couleur sont issus d'une substance unique, participent d'une même harmonie diffusée par les vibrations de l'air et empruntent dans le langage spécifique de chacun des arts. Toutes les harmonies partent d'un centre commun et conservent entre elles d'intimes relations, ou plutôt l'harmonie, une comme la lumière, est décomposée par nos arts comme le rayon par le prisme. Pourtant, le langage musical dispose d'un privilège particulier. Il a seul la puissance de nous faire entrer en nous-mêmes, de sonder les profondeurs mystérieuses de l'être, de pénétrer dans l'infini que nous percevons au dehors de nous et que nous portons en nous. Ce sont là, même si elles sont héritées de Kreschler, Irana, d'Hoffmann, des intuitions fécondes qui ne cesseront de hanter l'esprit des poètes et qui trouveront leur aboutissement à la recherche du temps perdu. Balzac savait que la musique s'ouvre sur les portes du rêve et les retraites du spirituel. Il pressentait, selon la saisissante fusée de Baudelaire, que la musique creuse le ciel. Hegel Dinger.